Ah, le fin souper que le duc d'Orléans donne ce soir à ses amis. Sous ses fenêtres, dans les jardins du palais royal, un orchestre attaque une entraînante gavotte. C'est le signal. Anguilles farcies, chapons en croûte et gibier largement faisandé. Le duc les aime ainsi pour leur vertu tonique. Ils assiègent la table du futur régent. La reine de la soirée est une actrice, mademoiselle Adrienne Lecouvreur, dont la dernière pièce est un triomphe, grâce surtout aux amis du duc, les Roués, ces débauchés, dont Philippe d'Orléans ne peut se passer et qui sont allés lui faire une claque de tous les diables. Il y a aussi monsieur de Montesquieu et le président Hénault, dont on lit la dernière épigramme. Le duc manque de mourir de rire, ce qui fait froncer le sourcil de monsieur de Voltaire, qui se croyait l'homme le plus spirituel de la soirée. Une fois de plus, le duc vient de commencer le récit d'un beau fait d'armes dont il a été le héros en Italie quelques années auparavant. Les dames, joliment décolletées et vêtues de bleu ciel, la couleur à la mode, se sont rapprochées. Amoureusement, la maîtresse de Philippe, l'ardente Marie-Louise de Syrie, s'alanguit sur son épaule. Quant aux Roués, flanqués de leurs gitons et de leurs demi-mondaines, ils ne songent plus qu'à s'éclipser pour le bal de l'opéra. Monsieur de Saint-Simon, dont la piété s'offusque des propos de fin de table, se lève discrètement. Ventre bleu, que l'on s'amuse bien chez le duc d'Orléans. On est loin de Versailles, où le roi Soleil décline sous cet été noir qui s'appelle Madame de Maintenon. L'ombre est totale à présent sur le palais. Avec quelques intimes, le duc s'est retiré dans le boudoir de sa maîtresse. Par une porte dérobée, on fait entrer alors un étrange bonhomme, aux chausses délustrées et qui empeste le tabac. Ce bonhomme se fait passer pour un magicien capable de lire le passé, le présent et l'avenir. Par les cornes du diable, comment va-t-il s'y prendre? Pour tout instrument, il n'a qu'un verre rempli d'eau. Pendant un bon moment, le fou reste penché sur le verre à faire des manigances. Sur son visage blafard, la sueur dégouline. « Un enfant, il me faut un enfant, dit-il d'une voix rauque. En dépit de l'heure tardive, on envoie quérir la fille d'une domestique dont les échos de la fête ont maintenu éveillée. C'est une enfant de 8 ans. Elle ne paraît pas autrement délurée. Elle est née dans la maison et n'en est jamais sortie. Le magicien lui flatte le menton et lui pose doucement la main sur la tête. Il prononce ensuite des incantations confuses. La petite fille se penche sur le verre. « Essayons avec le présent, pour commencer, dit le magicien. Que se passe-t-il en ce moment même chez Madame de Nancré? Voyons, dis-le-nous, mon enfant. » La petite fille raconte alors ce qu'elle voit. Le duc est très friand de sciences occultes, c'est même la seule chose qu'il prend un peu au sérieux. Mais comme il s'est souvent fait gruger, il reste d'abord sceptique. Il dépêche discrètement un de ses valets chez Madame de Nancré qui habite tout près. « Cours là-bas, lui dit-il, et regarde bien autour de toi. Examine bien en détail comment les meubles sont disposés et tout ce qui s'y passe en ce moment. Reviens ensuite et dis-moi à l'oreille ce que tu auras vu. » Le valet se précipite, enregistre le plus qu'il peut, et comme il est très éveillé, vient faire à Philippe, sous sa perruque, une description détaillée. « Voilà, dit le duc, je voudrais que la petite regarde tout de suite dans le verre ce qui se passe en ce moment même chez Madame de Nancré. » L'enfant, qui n'a jamais mis les pieds chez cette dame, dépeint le salon avec la précision de quelqu'un qui s'y trouverait. Elle fait l'énumération de tous les meubles, indique comment ils sont placés, quelles personnes déambulent dans les pièces. Elle décrit effectivement, comme elle le ferait si elle était blottie dans un coin du grand salon, la figure de celui-ci, les gestes de tel autre, les vêtements que les invités portent, s'ils sont assis ou debout. Elle indique notamment qu'il y a 2 tables de jeu bien séparées et elle raconte longuement le comportement des joueurs et celui des spectateurs. Le lendemain, Philippe d'Orléans rapporte ce prodige au duc de Saint-Simon. L'auteur des fameux Mémoires est très croyant. Il n'est pas rare qu'il aille s'enfermer à la trappe pour y faire retraite. Les magiciens, ces fripons de curiosité cachée, comme il dit, lui font horreur. Il ne s'en cache d'ailleurs pas et lance au duc, qui est aussi son confident et son ami, « Pourquoi vous amuser à ces mystères? Vous devriez occuper votre esprit à des choses plus sérieuses. »
Attendez, attendez, je ne vous ai dit que le début de mon histoire, c'est maintenant qu'elle devient intéressante, réplique Philippe en lui racontant la fin de sa soirée. Maintenant, cette petite fille va voir dans le verre d'eau des choses de l'avenir, aurait dit ensuite l'étrange bonhomme. Que voulez-vous qu'elle voie dans ce verre d'eau, Excellence? Ce qui se passera à la mort du roi, demande sans hésiter Philippe. Elle ne pourra pas vous révéler la date, dit le magicien, mais elle va vous montrer toutes les circonstances. Regarde dans le verre, mon enfant. La fillette, qui n'a bien sûr jamais vu Versailles, dépeint les détails de la chambre de Louis XIV. Elle montre ensuite le roi Soleil étendu sur son lit de mort, énumère les hauts personnages qui veillent la dépouille, et elle en fait le portrait. Ils reconnaissent Madame de Maintenon, Madame, la sœur du roi, la duchesse d'Orléans, et même un petit enfant qu'elle décrit avec plus de vivacité, parce qu'elle l'a déjà vu chez Mademoiselle de Syrie. Quand l'un d'eux s'anime, se déplace, elle le suit de regard et rend compte, avec tant de précision et de naturel que tous les assistants sont fascinés. Mais on l'écoute surtout, on l'écoute avec une attention extrême parce que là, sous les yeux de cette innocente, bascule le royaume du plus grand roi de tous les temps. Et on s'étonne, c'est qu'autour du mort, la petite fille ne distingue nulle part les princes de sang. Elle ne parle ni de Monseigneur le fils du roi, grand dauphin de France, ni de son petit-fils, Monsieur le duc de Bourgogne. Regarde encore, presse Philippe d'Orléans. Non, elle ne voit aucune de ces altesses. Elle voit juste encore un tout petit garçon de 5 ans environ qu'une suivante conduit par la main. Eh bien, qu'en dites-vous? Demande Philippe à Saint-Simon. Risible calembredaine, proteste le duc. Que viendrait faire ce garçonnet au chevet du roi alors que ne s'y trouve ni son fils ni son petit-fils? Mais c'est que nous avons beaucoup insisté, mon cher duc, mais assurément elle ne les voyait pas. Et vous-même alors, vous voyez-elle? Certes, mais attendez donc, il y a eu encore autre chose. Encore une lugubre fantasmagorie? On va vous le narrer, duc. J'ai bien sûr demandé au mage ce que je deviendrais moi. Il m'a dit « N'avez-vous pas peur de vous voir vous-même » J'ai répondu que non. Alors il s'est mis devant un mur en se livrant à de nouvelles incantations. Au bout d'un quart d'heure, ou un peu moins peut-être, ma propre figure est apparue sur le mur. Oui, ma propre figure en grandeur naturelle, avec une netteté absolue, revêtue d'habits inconnus. Cela sans doute que je porterai lorsque ces événements se produiront. Allons, allons, comment pouvez-vous être sûr de cela? J'en suis parfaitement sûre, et je n'étais pas le seul. Tous ceux qui m'entouraient ont pu surmonter assez bien leur frayeur pour me reconnaître dans cette vision. Mais savez-vous le plus étrange? J'avais une couronne sur la tête, une bien curieuse couronne. Ce n'était ni la couronne de France, ni celle d'Espagne, ni celle d'Angleterre. Elle comportait 4 cercles, et elle était ajourée du sommet. Jamais je n'ai vu de couronne semblable. Allons bon, mon cher duc, prenez garde que cette couronne ne finisse pas par vous tourner la tête. Et laissez là ces tromperies sataniques, supplie Saint-Simon. Cette étrange affaire appelle quelques éclaircissements. J'ai dit que cette surprenante voyance avait eu lieu en 1706. Eh bien, cette petite fille a eu la vision exacte de ce qui allait se passer 9 ans plus tard à la mort du roi. En 1715, il n'y avait en effet dans la chambre mortuaire de Louis XIV ni son fils, le grand dauphin, ni son petit-fils, Louis de France, duc de Bourgogne, fils aîné du grand dauphin. La fin de ce règne mémorable s'achevait dans la tristesse des deuils, des banqueroutes et des guerres sans cesse recommencées. Par une hécatombe sans précédent, surtout de tous les princes de sang. Le grand dauphin, fils aîné de Louis XIV, est un prince médiocre que son père écarte des affaires. Il meurt en 1711, victime de la petite vérole. Son fils, le duc de Bourgogne, meurt l'année suivante d'une rougeole maligne, quelques jours après sa femme Adélaïde de Savoie. Affreusement contristé, Louis XIV déclare, alors dauphin de France, le duc de Bretagne, âgé de 5 ans. Pas plus tard que le lendemain, l'enfant tombe malade et meurt presque aussitôt. Charles, leur autre fils, succombe sans doute des conséquences d'une chute de cheval en 1714. Reste le troisième,
Philippe, duc d'Orléans. Quant au petit garçon, conduit par sa gouvernante, c'est un petit orphelin, le duc d'Anjou, fils du duc de Bourgogne, arrière-petit-fils donc de Louis XIV et futur Louis XV, dit le bien-aimé. La fameuse couronne, qui n'était que l'abstraction d'une couronne véritable, le duc d'Orléans allait la coiffer bientôt, façon de parler, en devenant le régent du royaume à la mort du roi Soleil en 1715. On comprend dès lors le trouble qui l'agite en 1706 et le scepticisme inquiet de Saint-Simon à cette même date. Le grand mémorialiste, fidèle à sa réputation d'homme sincère, conclut ce cas de voyance en disant que nul moins que lui-même n'approuve les pratiques occultes, mais que cette histoire lui apparaît si extraordinaire qu'il se fait un devoir de nous la raconter. Mais dites-moi, un tel amoncellement de cadavres n'est-il pas un peu suspect? Philippe d'Orléans n'aurait-il pas utilisé les sciences occultes pour jeter de ci de là un sort ou pour faire servir un bouillon d'11 heures à ces malheureux princes du sang? Vous avez raison d'évoquer la question. Les contemporains du duc se la sont eux-mêmes posés. Ils l'ont soupçonné en effet d'avoir éliminé des parents mieux placés que lui pour la succession du royaume afin de rapprocher sa famille du trône. Le grand siècle a été secoué en effet par de terribles histoires de sorcellerie, de poison et de messe noire. Le souvenir de Madame de Montespan, compromise en 1680 dans l'affaire des poisons, aux côtés de la sinistre Voisin, est encore dans toutes les mémoires. Mais il semble bien que ce ne soit là que des ragots et que ces insinuations ne soient étayées par aucune preuve. De tels procédés ne correspondent pas du tout, par ailleurs, au caractère du duc d'Orléans. Certes, Philippe n'avait pas de morale, mais son immoralité, qui était foncière, son intelligence, il ne les a jamais mises qu'au service de ses plaisirs. Contrairement à son oncle, le roi Soleil, il était absolument dépourvu d'esprit de suite et de véritable ambition. Prince cependant courageux, courtois et généreux, on le voit fort mal dans le rôle d'un Néron. Il est pourtant devenu régent, et il l'est resté assez longtemps. Oui, mais par la volonté de Louis XIV qui en a décidé ainsi 5 jours avant sa mort, ce qui exclut davantage encore l'hypothèse d'une quelconque responsabilité de Philippe dans ses morts. Mais cette histoire de voyance, croyez-vous qu'elle soit authentique? Oui, je le crois. Certes, Saint-Simon, qui la rapporte, n'est qu'un témoin au second degré, mais c'est aussi le témoin le plus précis et le plus consciencieux du siècle de Louis XIV. Il ne croyait pourtant pas à la magie, monsieur de Saint-Simon. Non, justement, la magie lui faisait même horreur. Témoin récalcitrant, très peu disposé à apporter de l'eau au moulin des occultistes, c'est le meilleur témoin que l'on puisse trouver. S'il a rapporté cette histoire dans ses mémoires, c'est parce qu'elle lui avait fait une profonde impression de vérité. C'est en fait le malaise que cette histoire lui a causé qu'il veut ici exorciser. Et Louis XIV y croyait-il à la magie? Il ne peut pas y croire parce qu'il est très pieux. Il a été élevé par sa mère et ses précepteurs dans des principes chrétiens très stricts. Or, l'Église interdit d'y croire. Le siècle de Louis XIV, c'est le siècle de l'Église triomphante. Pour elle, la voyance, c'est une pratique païenne. Pendant toute l'Antiquité, on trouvait normal de consulter les oracles et les devins. Ensuite, l'Église a assimilé ces pratiques au diabolisme. Mais bien sûr, le paganisme n'a pas disparu tout à fait. C'est pourquoi il y a toujours des devins et des voyants. Y en avait-il beaucoup au XVIIe siècle? Énormément. Par rapport au siècle suivant, celui des Lumières, le siècle de Louis XIV, est encore assez obscurantiste. Magie et sorcellerie le disputent à la bigoterie la plus fanatique. Il y avait à Paris environ 300 devineresses que les nobles et les bourgeois allaient consulter souvent, c'est-à-dire à peu près autant qu'aujourd'hui. Mais je ne crois pas beaucoup aux voyantes professionnelles. Et dans l'histoire que je raconte, il ne s'agit justement pas d'un voyant professionnel. Sait-on qui est cet homme? Non. Saint-Simon ne dit pas son nom, mais ce personnage va au-delà de la voyance. Il arrive à projeter des images sur un mur. Vous voulez dire qu'il s'est provoqué des hallucinations?
Peut-être, mais provoquer une hallucination collective, cela reste du domaine de l'inexpliqué. Je connais un personnage qui de nos jours arrive à faire des opérations de ce genre. Je l'ai vu faire en Italie aux côtés de Fellini. Donc vous y croyez. Je suis comme Saint-Simon. Je ne suis pas quelqu'un de crédule, mais comme Saint-Simon, je dois bien reconnaître que quelque chose s'est passé qui m'incite à y croire. Donc, vous y croyez. Écoutez, je sais pourquoi on peut y croire. Je ne sais pas comment il faut y croire. Je ne sais pas quelle est la bonne théorie qui expliquerait la voyance. En ce moment, la parapsychologie fait de gros progrès. On cherche l'explication de la voyance du côté de la physique. On s'interroge notamment sur la structure du temps. Comment cela? On est en train de chercher si le temps ne pourrait pas avoir deux sens. Autrement dit, au lieu de couler seulement du passé vers l'avenir, il pourrait aussi couler en sens inverse. La voyance, ce pourrait donc être de l'information qui nous viendrait non pas du passé, mais du futur. Je propose la formule suivante pour exprimer cette notion. Dans la voyance ou dans les prémonitions, nous avons des bouffées de souvenirs, mais il s'agit d'une mémoire bien particulière. Il s'agit de la mémoire du futur.